Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette 10e webconférence. Vous êtes de plus en plus nombreux et ce qui est significatif et intéressant sur cette webconférence, c'est qu'il y a beaucoup de fonctions qui sont représentées, pas seulement de la communauté RH, je veux parler de directeurs généraux, responsables de la sécurité. On a un panel qui est assez large, toute la France, PME, grands groupes. Bienvenue à tous et bienvenue à Caroline. Bonjour Philippe et bonjour à tous. Caroline qui va échanger et partager avec nous sur le thème d'aujourd'hui, faire rimer qualité de vie au travail et retour sur investissement. Est-ce que c'est une équation impossible ou difficile? Elle est certainement difficile. Je dirais qu'aussi elle est à plusieurs inconnus. Ça dépend de la maturité des entreprises, de la capacité, j'ai envie de dire, de chacun des salariés à être acteur de sa propre qualité de vie au travail, et puis également de la mobilisation de beaucoup d'acteurs. Alors, ce que je vous propose, c'est de partager déjà une définition, à savoir que signifie et qu'est-ce que la qualité de vie au travail. Et on vous propose de partager une définition autour de celle de l'OMS, 1994, vous la découvrez en même temps que nous, qui dit que la perception qu'a un individu de sa place dans l'existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lequel il vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. Et deuxième élément de la définition, large champ conceptuel qui englobe de manière complexe la santé physique, personne, son état psychologique, son niveau d'indépendance. Évidemment, c'est l'OMS, donc c'est très orienté santé quand même, cette définition. Oui, en fait, la qualité de vie au travail et la santé ont des définitions très proches. Si on reprend donc celle de la santé par l'OMS toujours, en 1946, on parle d'un état de bien-être total, général, tant au niveau physique que psychologique que social. Et d'ailleurs, beaucoup d'entreprises en France préfèrent le vocable politique santé plutôt que politique QVT, alors que les anglo-saxons parlent de qualité de vie au travail déjà depuis les années 80, notamment les Québécois, on peut citer Pierre-Régis Turcotte, qui a écrit sur la qualité de vie au travail dans les années 80. Qui sont très en avance, vous le savez, tout ce qui touche Québec-Canada sur la pédagogie, sur le management en règle générale. Alors, après avoir partagé cette définition, échanger autour de quelques idées reçues autour de la qualité de vie au travail. Et là, on vous a fait un verbatim de ce que nous disent parfois nos clients lorsqu'on échange avec eux sur ces sujets. Par exemple, moi, je n'ai pas besoin d'investir en qualité de vie au travail chez moi. Ça fonctionne bien, mes salariés fonctionnent bien, ils sont engagés, j'ai pas de turnover, tout va bien. Alors, oui, si vous êtes mon client, je vous dis, ça c'est super. En même temps, est-ce que vous avez chiffré le coût d'un surinvestissement au travail, qui est possible également? Je prends l'exemple d'une société qu'on a accompagnée, qui a engagé ses salariés dans le cadre d'une fondation, parallèle à son activité. Et il faut savoir que alors les salariés étaient tellement engagés, presque surengagés dans cette fondation que l'entreprise a dû faire face à beaucoup de burn-out. Donc effectivement, une entreprise doit s'interroger concernant l'équilibre vie pro, vie perso de ses salariés et un éventuel présentéisme ou un surengagement. Deuxième élément, c'est que la QVT, ça coûte cher. Et sur le court terme, je focalise mes équipes sur le résultat et sur les clients et pas sur la QVT qui aujourd'hui représente des dépenses somptuaires. C'est pas possible pour moi. Alors, je vous dirais oui, enfin je comprends ce raisonnement. En même temps, c'est parfois le mal-être qui coûte cher. Donc c'est vrai que investir sur le bien-être, on trouve pas forcément tout de suite un résultat sonnant et trébuchant. Pour autant, le mal-être coûte cher. Si on prend l'étude Happy Sig Mozart Consulting, qui est publiée chaque année, finalement on se rend compte que 13 500 € par an, c'est ce que coûte à peu près le mal-être en entreprise. Donc c'est absolument énorme, 13 500 € par salarié et par an. Ouais, tout à fait. Une autre étude, qui est l'étude MT Labor, montre que les salariés ont l'habitude de faire leur journée de travail parfois en ne travaillant pas entre 1h30 et 3 heures par jour.
Alors parce que manque d'intérêt sur l'activité, sur la tâche, désengagement. C'est vrai que le désengagement et le mal-être en entreprise coûtent cher. Bon, à l'opposé, on peut citer l'exemple de HCLT, donc de Vinette Maillard, qui en l'espace de 3 ans, 4 ans, a triplé son chiffre d'affaires avec un slogan fort, mes employés d'abord, les clients suivront ensuite. On parle vraiment de symétrie des attentions pour le coup. Et puis, d'autres clients qui vous disent qu'en réalité, la qualité de vie au travail, c'est mettre en place des espaces de relaxation et autres. Il n'y a pas la place. De surcroît, mes collaborateurs ne sont pas toujours présents sur le siège. Qu'est-ce qu'on répond à ce type d'assertion? Alors, on répond oui, c'est un fait. En même temps, la qualité de vie au travail, c'est ça, certes. Ce sont des espaces de relaxation, de gestion du stress, mais c'est bien d'autres choses et on va y venir. Alors, on vient de voir quelques principales idées reçues. Tu as évoqué l'exemple de l'entreprise qui a mis en avant le bonheur et le bien-être de ses salariés. Pour autant, je crois qu'il ne faut pas faire d'angélisme en matière de qualité de vie au travail. C'est complexe, la rentabilité n'est pas forcément immédiatement au rendez-vous et on a tous en tête des entreprises. Il y a une étude qui a été publiée il y a peu de temps qui disposait que les principales entreprises du top 100 des entreprises mondiales n'utilisaient pas toutes et ne mettaient pas toutes en place des politiques de qualité de vie au travail. Donc il y a des entreprises qui sont très rentables et dans lesquelles la qualité de vie au travail, c'est pas forcément une préoccupation. Donc pas aussi simple que ça et en tout cas pas aussi blanc-noir. Tout à fait. C'est pas manichéen hein, comme raisonnement. Il est vrai que en ce qui concerne le court terme, voire même le moyen terme, le fait d'investir dans la qualité de vie au travail n'est pas forcément un gage de rentabilité. Voilà. Pour autant, sur le long terme, c'est vraiment important de prendre conscience qu'aujourd'hui, les sociétés, pour être compétitives sur leur marché, se doivent avant tout de développer leur agilité. L'agilité, elle vient des hommes, elle vient du fait que les talents restent dans l'entreprise. Et on sait très clairement aujourd'hui, avec l'impact des médias et avec l'importance que prend cette notion de bien-être au travail, que les salariés ne restent pas dans les entreprises qui ne mettent pas en œuvre des actions en ce sens. De plus, l'environnement juridique est de plus en plus contraint au niveau européen en ce qui concerne, vous savez, les RPS, mais aussi différents types de prévention. Et puis, bon, il y a quand même le coût économique lié au mal-être au travail. Donc, sur le long terme, c'est vraiment aujourd'hui un sujet qui passionne les entreprises et ils ne savent pas toujours dans quel sens prendre les choses, clairement, et on les comprend parce que c'est assez complexe, mais c'est aussi notre rôle de conseil de pouvoir les aider à mettre en place des politiques de qualité de vie au travail vertueuses. Caroline, tu évoquais l'environnement juridique. Il y a en France un environnement juridique depuis 2013 à travers l'accord national interprofessionnel de juin 2013 qui dispose que la perception de la QVT est déterminée par les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail et leur capacité à s'exprimer et à agir sur le contenu de celui-ci. En 2 mots, cet accord national, il est contraignant. De quoi parle-t-il et quel est son cadre? Alors, l'accord national interprofessionnel, il ne met pas en œuvre d'obligation. Hein, ça, il faut le savoir. On n'est pas dans un cadre juridique contraignant. D'accord. Pour autant, le sujet de la qualité de vie au travail et du bien-être au travail est quand même dans la dernière loi de modernisation du dialogue social, donc la loi Rebsamen. Alors, c'est vrai que les champs d'application de cette loi ne sont pas aussi précis que tout ce que vous voyez devant vos yeux en ce qui concerne la qualité de vie au travail. On est quand même beaucoup sur l'égalité homme-femme, on est beaucoup sur la sécurité sur le lieu de travail. Pour autant, c'est bien sur le vocable qualité de vie au travail que les partenaires sociaux se doivent de négocier et de s'entendre une fois par an, puisque vous savez que les partenaires sociaux ont maintenant 3 négociations annuelles obligatoires, dont la négociation qui porte le vocable
qualité de vie au travail. Donc, l'ANI en lui-même n'est pas une obligation, pour autant, clairement, on y va et on va aller vers ça. Hein. Oui, on sent qu'il y a une dynamique qui a été lancée et on sent que cette ANI à minima a généré des questions, engagé des débats au sein des entreprises, entre les partenaires sociaux et les directions des ressources humaines, quand il ne s'agissait pas de direction générale. Juste un rappel, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de nous poser des questions et d'intervenir en écho à ce qu'évoque Caroline. Alors, je voulais juste vraiment faire un focus en ce qui concerne les champs d'application de l'accord national interprofessionnel sur la parole. C'est vrai que au-delà de la gestion du stress, au-delà de l'organisation du travail, il est vraiment important dans les entreprises que la parole circule, que la communication ait lieu. Hein, c'est la perception de la QVT déterminée par les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail et ont une capacité à s'exprimer sur leur travail. Aujourd'hui, le fait qu'un être humain ait assez confiance en lui et en ses pairs et en ses managers pour exprimer ce qu'il ressent sur son travail, c'est un point clé de la qualité de vie au travail. Yves Clos, le titulaire de la chaire de psychologie du travail au CNAM, a écrit un livre qui s'appelle « Le travail au cœur », que je vous recommande, qui met en exergue à quel point ce qu'il appelle la dispute professionnelle est salvatrice. C'est-à-dire le fait de pouvoir à un moment donné dire non, mon travail il se passe pas comme ça, je le sens pas comme ça. Et en fait, pourquoi il est salvateur? Parce que ça sert à rien de reconnaître un être humain sur son travail, de le valoriser, si lui-même n'a pas la possibilité de se reconnaître dans son propre travail. Et la reconnaissance de l'être humain dans son travail, c'est lié au fait qu'il puisse s'exprimer. Alors, s'exprimer dans des lieux liés à ça, hein, on parle d'espace de dialogue sur le travail réel, mais pas uniquement, c'est s'exprimer au sein de son équipe, et puis c'est permettre aux managers d'avoir une vision un petit peu plus précise de la charge de travail perçue, donc ressentie par le collaborateur, et également de la charge de travail réelle, et de pouvoir réunir tout ça pour réduire les dichotomies entre la charge de travail prescrite et celle qui est réellement réelle sur le terrain. Là, tu touches déjà du doigt des solutions, on voit bien, qui sont pas forcément complexes pour favoriser cette prise de parole, cette écoute et cette co-responsabilité, puisque on en vient, je crois, c'est quelque chose, c'est une de tes convictions, c'est une des convictions qu'on met en œuvre chez nos clients, que la QVT en réalité n'est pas l'apanage du DRH, du directeur général ou des partenaires sociaux, mais bien cette notion de co-responsabilité. Qu'est-ce que tu mets derrière et comment tu le fais vivre? Alors, le salarié est avant tout acteur et auteur de sa propre qualité de vie au travail. Et souvent, c'est un plan que les entreprises touchent du doigt. C'est-à-dire, ils disent oui, mais eux, il faut qu'ils se saisissent les informations, il faut qu'ils aient envie de se développer, il faut qu'ils aient envie d'agir pour leur propre mieux-être, mais on ne sait pas trop comment leur faire comprendre. Et c'est pour ça que et on va y venir, c'est important de pouvoir mettre en place des actions sur tous les champs d'activité et faire prendre conscience aux salariés que l'entreprise peut faire beaucoup pour lui, mais il doit mettre en place des actions pour se sentir mieux lui-même. Et ça, c'est un point extrêmement important. Et puis, voilà, ça sert à rien d'agir chacun dans son coin. Ce qui est important, c'est de pouvoir mobiliser l'ensemble des parties prenantes ensemble. Merci pour cette précision. Caroline, alors on parlait de conviction et tu en as sur ce sujet. Toi et les équipes Amplitude avaient réfléchi, conceptualisé, formalisé le schéma qui apparaît ici et qui montre quatre grandes familles et quatre sphères d'exigence pour la mise en œuvre aussi d'une politique de qualité de vie au travail. Tu peux nous décrire plus en détail, plus en avance ce schéma? Oui, tout à fait. Donc, en fait, l'ensemble des sphères que vous avez vues dans le schéma précédent, donc sur l'accord national interprofessionnel sur la qualité de vie au travail, on peut les réunir en quatre grandes sphères. Donc, on va avoir le facteur individuel, donc l'être humain en charge sa qualité de vie au travail, le facteur managérial,
ou relationnel, lié justement à la circulation de l'information, lié au dialogue entre les pairs et avec le manager. On a le facteur métier, donc lié aux conditions de travail, lié aux exigences et à l'organisation du travail. Et puis, il y a des métiers qui sont objectivement durs, hein, voilà, ne serait-ce que par leurs horaires ou tout simplement l'activité physique ou intellectuelle qu'ils demandent. Et puis, on a le facteur entreprise, donc là, qui est lié à tout ce qui est politique, qualité de vie au travail ou santé, capacité de l'entreprise à avoir une vision, une stratégie et à se maintenir dans le temps. Alors, une fois que ces 4 sphères sont définies, vous allez trouver, quand on parle d'exigence émotionnelle, de conflit de valeurs, d'autonomie, de marge de manœuvre, en fait, ce sont les leviers, les facteurs qui sont des potentiels facteurs de RPS. Et ça date de 2010, hein, du rapport Golac. Donc, en fait, si on peut un petit peu animer ce schéma, on dirait que plus les facteurs de RPS sont importants, plus ils poussent sur les sphères et plus la zone de bien-être optimale qui est située au milieu, eh bien, se réduit. Inversement, plus on agit sur chacun des facteurs, individuels, entreprise, plus les sphères augmentent et plus la zone de bien-être optimale augmente. Bon. Jusqu'ici, tout va bien, j'ai envie de dire. Alors, ce qui est important, c'est de comprendre que ce schéma, il est en fait actif, il est agile et il peut être orienté de façon positive ou de façon négative. Donc, en fait, les sphères fonctionnent en interrelation. Je prends un exemple. Mon collaborateur, le collaborateur, n'arrive pas à avoir confiance en lui. Et il n'a pas confiance en son manager direct. Voilà. Donc, de ce fait-là, il ne s'exprime pas. Voilà, il garde pour lui les choses. Donc, le facteur individuel est vraiment pas optimal. Pour autant, l'entreprise met en place des actions sur les conditions de travail, facteur métier, sur l'organisation du travail, et met en place plein de choses pour que le salarié se sente mieux. Là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que comme il se sent pas bien, il n'a pas d'espace de parole et il ne peut pas communiquer avec son manager, ben, il ne se rend même pas compte qu'on fait des efforts sur la condition. Donc, en fait, le tout va être orienté négativement. Ça, c'est, j'ai envie de dire, le verre à moitié vide. Mais le verre peut être à moitié plein. Exemple, justement, je dote mon salarié d'une capacité à communiquer de façon non violente avec ses collègues, ses pairs, son manager. De ce fait-là, il influence son propre manager qui lui-même est formé pour un peu mieux comprendre et décoder les signes et agir sur la qualité de vie au travail. Et bien finalement, on peut agir de ce fait-là pour améliorer les charges de travail perçues et les charges de travail réelles. Donc, on influence le facteur métier. Autre sphère positive, l'entreprise décide de mettre en place des actions précises portées par la direction pour dire « vous êtes important à nos yeux et on veut que vous vous sentiez bien ». De ce fait-là, l'ensemble des parties prenantes sont mobilisées. Le salarié va voir son manager en disant « oui, mais ça, moi, ça ne me convient pas ». Et le tout est orienté positivement. Donc, ce qui est important, et je crois que tu veux y venir, et ça te tient à cœur aussi, Philippe, c'est de dire on n'est pas obligé de faire beaucoup. Voilà. Alors, en fait, je voulais juste faire écho à ce que tu disais, puisqu'il y a une question sur le chat qui dit « Y a-t-il un ordre logique pour démarrer cette politique ?» Alors, autour de ces 4 facteurs. Alors, il y a l'ordre idéal. L'ordre idéal, c'est d'abord le facteur entreprise, clairement. C'est une direction qui communique, c'est une direction qui met en place une charte QVT, c'est un CODIR qui s'en saisit et qui lui-même agit en son sein pour qu'il y ait une qualité de vie au sein même du CODIR. C'est des RH derrière, donc ensuite ça serait le facteur métier. Ça serait donc le facteur entreprise, ensuite le facteur métier, des RH qui mettent en place des plans d'accompagnement et de développement de ces compétences et des postures liées à la qualité de vie au travail. Et puis ensuite, je dirais, l'idée c'est de faire avancer ensemble le facteur individuel et le facteur managérial. Ça, c'est l'idéal.
Mais dans la vraie vie, ça voilà, se passe pas toujours dans comme la ça. vraie vie, ça se passe pas toujours comme ça. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut rien faire. Ce qui est, et je crois que c'est un point que tu souhaitais souligner. Je reviens sur ce que tu évoquais. Il y a des entreprises qui mènent aujourd'hui des actions et qui, sans le savoir, en réalité, sont dans une politique qualité de vie au travail. Qu'est-ce que tu conseilles à ces entreprises de communiquer, de formaliser sur leur politique actuelle en l'orientant QVT ou de ne pas en parler? C'est quoi la bonne pratique là-dessus? Alors, c'est très intéressant ce que tu dis, Philippe, parce qu'effectivement, de plus en plus de grands groupes nous sollicitent en nous disant on fait plein de choses, Ouais. mais nos salariés ne s'en rendent pas compte. On met en place des espaces de dialogue, on met en place une rémunération avec individualisée, avec des avantages en nature pour qu'ils se sentent bien. On a plein d'actions liées à nos compétences managériales pour que les salariés se sentent bien, mais finalement, quand on les interroge dans nos bilans sociaux, ils ne se rendent pas compte. Alors, que faire? Et là, j'ai quand même souvent tendance à dire, s'il n'y a pas le mot QVT ou santé porté par la direction, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire qu'effectivement, il manque parfois une charte QVT perçue par les managers, accompagnée par les managers. Des managers qui prennent conscience qu'en fait, manager la qualité de vie au travail, c'est pas faire plus. C'est pas plus de travail. Prévenir les RPS, c'est pas plus de travail. En fait, c'est manager, dans le sens essentiel et premier du terme. Et que plutôt que d'aller rajouter une formation management, l'idée c'est de revoir les programmes de management avec l'œil qualité de vie au travail et de dire la performance va être atteinte grâce à une envergure, des questions que je me pose. Je prends un exemple, plutôt que de me dire est-ce que mon salarié se sent reconnu, est-ce qu'il se sent motivé au quotidien par mes actions, c'est plutôt est-ce qu'il ressent de la valorisation sociale au travail. Ça veut dire, c'est est-ce qu'il parle positivement de son travail autour de lui? Est-ce qu'il est investi dans des réseaux à l'intérieur de la société via les réseaux sociaux d'entreprise? Est-ce qu'il... voilà. C'est-à-dire, est-ce que mon management au quotidien a l'impact escompté? Et donc, c'est pas manager plus, c'est manager avec un œil différent. Qui nécessite, tu l'évoques, malgré tout, une certaine forme de marketing, de mise en forme, de remodelage des actions qui sont mises en œuvre. Alors, il y a un témoignage d'un participant qui dit « L'actualisation du DUERP peut être aussi un outil marketing social et de synthèse des facteurs de protection des risques en groupe de travail multidisciplinaire et participatif. » Oui, tout à fait. Alors, je suis tout à fait d'accord. Oui, merci pour ce témoignage. Donc, en fait, le DUERP, c'est le document unique, donc qui est discuté en CHSCT et bien souvent porté au sein des grosses sociétés par les préventeurs sur les risques. Et vous avez tout à fait raison. Dans le facteur métier, il y a un organe qui est très porteur, qui est le CHSCT. Aujourd'hui, nous accompagnons les entreprises pour faire en sorte que les membres du CHSCT sachent prendre à bras-le-corps le sujet de la santé comme étant un sujet de co-responsabilité, d'action, de dialogue et d'impacter véritablement l'ensemble des sphères de l'entreprise. Et c'est vrai qu'on peut prendre l'axe de la prévention des risques pour finalement se poser des questions de prévention primaire, par exemple, en se disant, bah voilà, nous on a une société qu'on accompagne à l'heure actuelle, c'est le cas donc chez Amplitude, qui va perdre 30% de ses salariés pour départ en retraite dans les prochaines années, d'ici 5 ans. 30% c'est énorme. Ils ne pourront pas embaucher 30% de salariés, ça c'est juste pas possible. Donc, le CHSCT, la direction, peut très bien en prévention primaire, se poser la question de comment est-ce qu'on se met tous autour de la table, on mutualise nos ressources, on réfléchit à une nouvelle GPEC
et on organise le travail un petit peu différemment pour que chacun puisse continuer à travailler autrement, certes, mais avec une meilleure prévention et dans de bonnes conditions de travail. Et souvent, ça vient du CHSCT. Oui, merci, témoignage très intéressant. Alors, on l'évoquait tout à l'heure, on parlait d'entreprises qui mènent des actions de QVT sans même le communiquer. Il y a une chose qui est très importante à laquelle on tient chez Amplitude, c'est que la mise en place d'une politique QVT ne nécessite pas forcément de très lourds investissements ou une révolution de l'entreprise. Et on voulait vous donner quelques exemples d'actions que nous menons en globalité chez certains clients, mais de façon tout à fait ponctuelle sur d'autres, sur notamment, Caroline, les 4 facteurs que l'on a séparés avec des exemples très concrets qui apparaissent d'actions que nous menons. Voilà, tout à fait. Donc, comme on vient de le dire, ce qui est important, c'est pas de faire énormément, c'est de faire de façon corrélée sur chacun des facteurs. Voilà. Donc, bon, par exemple, vous voyez des formations dont je vous ai déjà parlé sur le facteur individuel lié à l'expression de la parole et au mieux-être, mais on peut notamment citer le fait de faire des actions santé, ou des journées événementielles santé ou QVT, où chacun va pouvoir découvrir son mode de fonctionnement, les leviers d'action sur lesquels il est le plus sensible, plutôt le corps, plutôt les émotions, plutôt l'intellectuel, et puis aller s'inscrire à des petits ateliers, soit des ateliers destinés au niveau intellectuel à percevoir plutôt des messages positifs, ou à des ateliers de communication non violente. Mais voilà, on n'est pas obligé de passer à tout prix par la formation, même si c'est très bien la formation. Par exemple, sur le facteur managérial, je vous ai donc cité des formations managériales avec l'angle QVT, mais on peut aussi intervenir au sein des équipes de travail, avec des team building autour de la notion de qualité de vie au travail, et là, pour le coup, ça peut être beaucoup plus adapté aux besoins de chaque équipe. Sur le facteur métier, j'ai cité l'intervention auprès des CHSCT. On peut intervenir aussi auprès des équipes RH sur tout ce qui est accompagnement des managers dans cette notion d'évaluation de la charge de travail. C'est un point important. Et puis, j'ai cité les groupes d'échange sur le travail réel. De plus en plus, aujourd'hui, on parle de formation sur le lieu de travail. Formation sur le lieu de travail. Et ça va dans le même état d'esprit, c'est de dire, je vais développer les compétences, mais par l'expérimentation. Et ça aussi, on peut accompagner les entreprises en ce sens. Et puis, je termine avec le facteur entreprise. Ok, on peut faire des diagnostics QVT. Et bien sûr, je ne vais pas dire que ça ne sert à rien. On en fait, nous, chez Amplitude. Mais parfois, il y a juste besoin de formaliser une charte qualité de vie au travail et on accompagne des comités de direction en ce sens. Merci Caroline. Alors, il y a plusieurs questions qui sont apparues sur le chat. On va essayer de les traiter rapidement puisqu'il nous reste 3 minutes. La première question concerne un turnover des managers et que ce turnover impacte un esprit d'entreprise ou des actions sur les 4 sphères. Quid alors d'une QVT? C'est une question stratégique hyper importante, mais je répondrai en quelques mots. Pour dire que là, si on touche à un turnover du management, il est urgent de travailler avec le comité de direction et avec l'équipe dirigeante sur les raisons du turnover des management. Et vous ne pourrez pas mettre en place une politique de qualité de vie au travail tant que vous aurez du turnover de management. Donc la priorité absolue, c'est de travailler sur pourquoi y a-t-il un turnover et comment le résoudre. Et alors, on a un sujet qui nous tient à cœur chez Amplitude, c'est la confiance. Et la confiance en soi avant tout. Trop d'entreprises envisage la qualité de vie au travail sur les salariés qui exercent le travail. Et certes, c'est très important. Le manager est un salarié. Le manager a besoin que son propre manager prenne en compte sa qualité de vie au travail. Et effectivement, là, je pense que c'est un sujet primordial quand on a trop de turnover de managers. Autre question, qui doit piloter le groupe de travail de mise en place QVT dans l'entreprise? Est-ce que ce sont les RH, le CHSCT, le comité d'entreprise? Est-ce que c'est un salarié indépendant? Comment ça fonctionne? Alors,
Il y a de tout. Ouais. Il y a des task force QVT dans certaines entreprises, avec justement des gens qui viennent de différents métiers de l'entreprise et qui réfléchissent ensemble à la qualité de vie au travail et qui pilotent ça ensemble, de façon très collective. Ensuite, on a les groupes de travail sont quand même pilotés souvent par les RH, par des sphères RH, oui. Portés par la DG et accompagnés par Amplitude, ce serait une chose parfaite. Dernière question, et je vais y répondre si tu veux bien Caroline, qui est comment estimez-vous l'impact d'activités tertiaires, sophrologie, massage, défis sportifs sur la QVT? Plus simple à mettre en place que des changements organisationnels de fond, est-ce une bonne manière d'adresser le sujet? J'ai une réponse claire, nette et tranchée là-dessus, qui est de vous dire que oui, c'est une formidable chose dès lors que votre comité de direction a défini une vision, qu'il a su la faire partager, que les gens adhèrent, que le management est bienveillant et fait grandir les équipes. Si vous en êtes à ce stade, vous pouvez faire de la sophrologie, vous pouvez faire des ateliers de massage. Si vous n'en êtes pas à ce stade, notre conviction est que vous restez dans le gadget RH, dans la communication RH. Ça peut faire plaisir, mais c'est pas ça qui va vous résoudre votre problème de turnover, c'est pas ça qui va vous résoudre votre problème de présentéisme ou d'absentéisme. Tout simplement, le salarié ne s'y inscrira pas parce que il dira bon, ça se trouve, il se tient même pas au courant et certains iront parce qu'ils sont sensibles à ça, mais la majorité des gens se diront bon ben oui c'est bien sympa, mais moi de toute façon j'ai même pas confiance en mon manager. Donc attention aux gadgets. Voilà. Et justement, on arrive là à cet aspect risque de la mise en place d'une politique QVT et les opportunités. En guise de conclusion, Caroline, que pourrais-tu dire? Finalement, la qualité de vie au travail est en performance durable, eh bien, une opportunité, très clairement, économique, sociale, juridique, d'image, attirer les talents de marque employeur. Par contre, un investissement qualité de vie au travail est improductif ou contre-productif s'il y a une absence de mobilisation de toutes les parties prenantes et voilà, et s'il y a une absence de collaboration entre les parties prenantes. Quelques clients que nous accompagnons sur toute ce partie qualité de vie au travail vous remerciez de votre participation active. Vous étiez très nombreux à cette webconférence. On est à votre disposition, Caroline et moi, pour alimenter votre réflexion sur ce sujet. Vous avez ici également la prochaine webconférence qui sera co-animée avec Gaël Alain, qui est chercheur en psychologie cognitive, docteur en psychologie cognitive, qui a écrit un livre « Pensez mieux, travaillez moins ». Rejoignez-nous à cette webconférence, vous verrez, c'est complètement décalé, absolument passionnant et très efficace. Et vous avez enfin nos coordonnées qui s'affichent si vous souhaitez nous contacter, avoir plus de précisions pour la mise en œuvre de ces politiques au sein de vos entreprises. Merci beaucoup à Marie pour l'organisation de cette webconférence. Merci Caroline. Merci Philippe, merci à tous. Et merci à tous. Au revoir.